Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le 5 décembre, le Parisien a publié un article sur un enjeu peu connu, la question des mères sans droit. Des femmes lesbiennes qui, suite à une rupture avec leur conjointe, perdent le droit de voir leurs enfants parce qu'elles ne les ont pas portés et parce qu'elles n'ont pas eu le temps de les adopter. Chez Code Source, nous avons eu envie de donner la parole à l'une des femmes qui ont témoigné dans cet article pour qu'elle prenne le temps de nous raconter ce qui lui est arrivé et comment elle s'est battue pour obtenir la garde partielle de sa fille. Elisabeth Penel est au micro d'Ambre Rosala pour Code Source. Elisabeth m'accueille chez elle dans le 6e arrondissement de Paris. Elle vit dans un petit appartement, un logement social où elle peut accueillir sa fille de 4 ans et demi un week-end sur 2. Elle est séparée de son ex-compagne avec qui elle a eu leur fille et elle a dû se battre pour obtenir sa garde. Elisabeth a une 50aine d'années, elle porte des lunettes et elle a des cheveux courts grisonnants. Elle est coach en développement personnel et hypnothérapeute et aussi membre de l'association Les Enfants d'Arc-en-Ciel qui accompagne les personnes LGBT dans leur projet parental. Et elle se bat pour que les mères qui ne portent pas le bébé dans un couple lesbien n'aient plus à adopter leur enfant pour qu'il soit reconnu comme tel. Il faut absolument qu'on n'ait pas à adopter nos enfants d'une façon ou d'une autre. Nos enfants sont nos enfants. On n'adopte pas ses propres enfants. Enfin, on est dans une absurdité, là. Adopter nos propres enfants avec qui on vit tous les jours. Et il faut absolument, comme un père et une mère hétéro, classique, il faut absolument avoir les mêmes droits. Là, il y a urgence à ce que nos enfants aient les mêmes droits que tous les enfants. Elisabeth est née et a grandi en région parisienne. Elle a toujours voulu des enfants, mais elle se met en couple dans sa jeunesse avec une femme qui n'en veut pas. Elle respecte cette décision et après plusieurs années de vie commune, les deux femmes se séparent. En avril 2013, au moment où le mariage pour tous vient d'être adopté à l'Assemblée nationale, Elisabeth se rend à une exposition avec des amis. Elle y rencontre une femme qui est nouvelle dans ce petit groupe. Il y avait peu de personnes à cette exposition, elle était nouvelle, donc on a visité l'exposition ensemble. De là, nous sommes allés, le petit groupe que nous étions, nous sommes allés boire un verre. En terrasse, il faisait beau ce jour-là, et du coup, elle m'a proposé qu'on se rejoigne pour fêter le mariage pour tous, devant la mairie du 4e. Cette femme est franco-espagnole et elle a 17 ans de moins qu'Elisabeth. Les deux femmes se revoient plusieurs fois et tombent très amoureuses. Elles emménagent ensemble et elles se marient en 2016, 3 ans après leur rencontre. On a décidé de faire une famille très rapidement, donc d'avoir un enfant. Ça apparaissait évident, vraiment. C'était très équilibré, cette envie entre elle et moi. Les deux femmes décident naturellement que ce sera la compagne d'Elisabeth qui portera le bébé parce qu'elle est plus jeune et que la grossesse sera sûrement moins risquée. Elles se tournent d'abord vers l'une des solutions les moins coûteuses et essayent de faire une IAD, une insémination artificielle avec don de sperme. La compagne d'Elisabeth a un traitement par piqûre pour stimuler ses ovaires et les deux femmes se rendent en Belgique à plusieurs reprises pour l'insémination. Ça marchait pas trop parce que mon ex était assez stressé et c'est fatigant d'aller tout le temps en Belgique au dernier moment, les traitements sont lourds. Je suis plutôt quelqu'un d'optimiste, mais je lui ai proposé à ce moment-là, vraiment au bout de la 4e, de réfléchir. Mon ex-épouse est très introvertie, donc c'était difficile de savoir ce qui se passait réellement à l'intérieur d'elle-même. Le traitement, c'est moi aussi qui l'administrais par piqûre et je voyais bien la lourdeur de ce traitement. Donc on a interrompu en fait ce projet d'enfant pendant 1 an d'un commun accord pour se donner du temps, pour réfléchir si vraiment on en voulait un vraiment. Donc on a fait une pause. Elisabeth et sa compagne de l'époque font une pause d'1 an, mais comme elles veulent vraiment un bébé, elles décident de réessayer. Mais cette fois-ci, elles se rendent en Espagne pour faire une fécondation in vitro qui a plus de chances de marcher. La fécondation se passe bien et les deux femmes rentrent chez elles en France. On revient à Paris et moi je vois déjà des transformations au niveau du corps de mon ex et du coup je lui dis j'ai l'impression que ça marche, est-ce que tu ressens des choses? Donc on va voir le médecin qui nous confirme en effet que ça fonctionne, mais bon, il faut quand même attendre 3 mois pour savoir si ça va tenir ou pas et de là, la grossesse a commencé dans les meilleures conditions.
Dès le début de la grossesse, Elisabeth s'implique beaucoup et elle ne vit pas du tout mal le fait de ne pas porter son enfant. Alors moi, j'ai vécu très naturellement. Je suis très proche de tout ce qui est développement personnel. Donc j'avais proposé à mon ex de faire de l'aptonomie, qui est une technique pour que le second parent puisse rentrer en contact avec l'enfant, le déplacer au niveau du ventre. Donc moi, j'étais à fond dedans, vraiment. Et puis, au fur et à mesure de sa grossesse, je voyais qu'elle était très, très perturbée. Moralement, elle allait pas très bien. Donc moi, je lui ai dit, appelle ta maman, comme ça, elle va descendre, ça sera un soutien. C'est jamais évident, une grossesse pour une femme. Elisabeth et sa femme de l'époque apprennent qu'elles attendent une petite fille. D'un commun accord, elles se rendent chez le notaire et sa compagne signe 2 déclarations pour affirmer qu'elle accordera, quoi qu'il arrive, l'adoption de sa fille à Elisabeth une fois qu'elle sera née. Le couple déménage ensuite dans le sud-ouest de la France et en mars 2018, Elisabeth assiste à l'accouchement de sa femme de l'époque qui donne naissance à leur petite fille. Je vois sa tête qui sort et je dis à mon ex, elle arrive, voilà, il faut que tu pousses encore. Enfin, c'était très émouvant et au moment où elle est sortie, je l'ai mis sur le ventre de mon ex et j'ai coupé le cordon ombilical et je lui ai dit bienvenue avec nous. C'était grandiose, vraiment. J'ai été mère, je dirais, même avant de voir mon enfant. C'est quelque chose qui est naturel chez moi. Il faut du temps pour certaines personnes pour devenir parent. Pour moi, ça a été assez spontané. Le couple rentre chez lui avec son bébé et la procédure d'adoption pour qu'Elisabeth devienne légalement la mère de sa fille est lancée. Elisabeth est comblée, mais la naissance de leur fille provoque des tensions entre les 2 femmes. Je vois déjà qu'il y a un comportement de mon ex qui se modifie très très vite. Je vois que je prends trop de place auprès de ma fille, je vois que je suis surcontrôlée dans tous les gestes que je fais. C'est-à-dire si je lui change la couche, faut vérifier que je vais bien changer la couche 3-4 fois. Et pendant ce temps-là, je suis narguée, c'est-à-dire qu'elle ose me dire tous les jours « Elle n'est pas encore ta fille, c'est pas ta fille ». Donc il y a une possessivité vis-à-vis de l'enfant. Au lieu de se dire c'est super, mon conjoint s'occupe de notre enfant aussi bien que moi, c'est génial, tout va bien, à la crèche tout va bien, notre fille est épanouie. Eh bien non, là il y a une jalousie qui devient obsessionnelle. En 2019, alors que leur fille a tout juste 1 an, Elisabeth apprend que sa femme de l'époque veut la quitter. Un jour, je retrouve dans la boîte aux lettres une lettre officielle. Elle est dans le jardin à ce moment-là, une lettre officielle disant demande de divorce et annulation de la demande d'adoption que j'avais faite. Donc en fait, elle est allée voir un avocat sans me le dire et elle a fait cette demande de divorce et veut me retirer le droit d'adoption. Je suis sidérée. Je vais la voir, on est allé dans le jardin et je lui dis « Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu as fait quelque chose comme ça ?» Elle me dit « Non, mais je suis allée voir l'avocate, je ne le voulais pas. Je voulais pas faire ça. » Et je lui dis « Écoute, si tu veux pas le faire, on s'en expliquera plus tard de ce qui se passe, mais écoute, le mieux c'est que tu retournes voir cette avocate et que tu lui dises que tu annules ça puisque tu ne voulais pas le faire. » Elisabeth se dit que ce n'est qu'une passade. Quelques semaines plus tard, elle va chercher sa fille à la crèche en sortant du travail. Quand je suis rentrée, ma fille est venue instantanément me sauter dans les bras, ce qui était normal. Elle me tirait le pantalon, elle voulait que je la prenne dans mes bras. Et les dames se sont mis en cercle autour de moi en me disant vous n'allez pas pouvoir la prendre ce soir, il faut que vous alliez voir la directrice. Et là, j'ai immédiatement compris qu'il se passait quelque chose de grave. Donc j'ai expliqué à ma fille qui était dans mes bras à ce moment-là que j'allais revenir, que je savais pas ce qui se passait, mais qu'il fallait qu'elle soit rassurée que je revenais. Donc je l'ai mis au sol et je l'ai laissé avec les dames et je suis partie voir la directrice. La directrice est embarrassée et lui annonce que sa compagne vient de s'opposer à ce qu'Elisabeth voie leur fille. Et comme l'adoption n'a toujours pas été prononcée, la directrice ne peut pas la laisser repartir avec sa fille. J'étais sidérée.
C'est-à-dire, je n'avais plus droit de voir ma fille. Je suis rentrée chez moi. La maison avait été dévalisée. Il n'y avait plus rien chez moi. Tout a été vidé. Je ne savais pas où était ma fille, je ne savais pas où était mon ex. On était mariés, elle était partie volatilisée complètement. Elisabeth contacte tout de suite une association qui l'aide dans ses démarches juridiques. Elle sait que la procédure d'adoption va encore prendre du temps, mais elle sait aussi qu'elle ne peut pas être annulée grâce à la déclaration qu'avait signée son ex-compagne chez le notaire. Quelques mois plus tard, Elisabeth est entendue par le tribunal qui doit lui accorder ou non l'adoption plénière de sa fille. Moi, mon discours, il est simple. Il est porté par mes tripes à ce moment-là. J'ai dû nommer ma fille au moins une dizaine de fois dans ce discours. Je voulais vraiment dire à ce tribunal qu'avec ou sans eux, ma fille était ma fille. Et que j'avais besoin d'eux pour qu'elle le devienne officiellement. Et que ma fille, elle avait une famille, elle n'avait pas la moitié d'une famille. Elle aurait besoin aussi de ses deux familles et de ses deux parents pour l'aider à grandir et à s'épanouir. Voilà, moi je n'avais aucune rancœur, aucune colère, je voulais juste que le tribunal, que le juge, que le président de séance comprenne que voilà, il y avait eu un projet de famille, que mon enfant avait besoin de nous deux et qu'il était hors de question de faire une révision ou de me couper la tête. 2 mois plus tard, le tribunal rend son jugement et accorde à Elisabeth l'adoption plénière de son enfant. Mais son ex-femme fait appel, alors Elisabeth n'a toujours pas le droit de revoir sa fille. Elle n'a aucune nouvelle et ne sait pas où elle se trouve, alors elle engage un détective privé. Celui-ci lui apprend que son ex-femme a déménagé à Paris avec leur fille. Elisabeth décide de tout plaquer pour déménager là-bas et se rapprocher de sa fille, même si c'est un énorme sacrifice financier. Monter sur Paris, ça veut dire beaucoup d'argent. Ça veut dire où je vais me loger. Je suis repartie à zéro. Vous avez une maison qui a été vidée. Vous n'avez plus de meubles. Vous n'avez plus rien. C'est un préjudice énorme pour moi, financier. J'ai quand même payé plus de 12 000 € de frais d'avocat, puisque j'avais pas le droit à l'assistance judiciaire à 100 € près, alors que mon ex gagnait beaucoup plus que moi. Et puis ça a été au niveau de ma santé, j'ai fait une alopécie, j'ai perdu la moitié de mes cheveux, heureusement je les ai retrouvés. Ça a été extrêmement douloureux. Physiquement, je sentais l'absence de ma fille de façon aiguë à chaque minute, chaque seconde, comme n'importe quel parent. Elisabeth a peur que son enfant pense qu'elle l'a abandonnée. Et parfois, même si c'est inconcevable pour elle, elle redoute qu'elle ne puisse pas adopter sa fille et qu'elle ne la revoie plus jamais. J'avais une peur qui ne m'a jamais lâchée dans le ventre, moi qui n'avais jamais peur de rien avant. Mais je savais que c'était le combat de ma vie et je savais que j'aurais alerté toutes les instances. Je serais allée jusqu'au bout. Elisabeth repasse devant le juge et la cour d'appel rend son jugement au début de l'année 2021. Elle entérine l'adoption plénière et Elisabeth est officiellement reconnue comme la mère de sa fille. C'était merveilleux, c'était ma victoire. C'était la victoire de ma fille. C'était notre victoire. Et cette victoire, elle est aujourd'hui, a fait jurisprudence en France. Donc c'est une victoire pour toutes les mères. Et ça, c'est encore bien plus grand. Le jugement de ma fille permet à d'autres mères aujourd'hui d'obtenir un vrai droit. Elisabeth obtient la garde partielle de sa fille. Elle la retrouve au début de l'année 2021, après 1 an et demi sans l'avoir vue. C'était des émotions pas possibles. C'était formidable. La première fois que j'ai retrouvé ma fille, je lui ai pris ses 2 petites mains. Et je lui ai dit, tu sais, je ne t'ai pas abandonnée. Je ne t'ai jamais abandonnée. Maman ne t'a jamais abandonnée. Maman savait pas où t'étais. Maintenant, tout va aller bien. Tout va bien se passer. On s'est retrouvés et jamais plus personne nous séparera. Aujourd'hui, ma fille va bien. Elle était là ce week-end dans mon appartement. On a fait l'arbre de Noël. Elle a vu ma mère qui a 87 ans. Ça, c'est très émouvant parce que pendant ces années-là, j'ai pensé que ma mère ne la reverrait plus. Notre contact est bon et tout se retisse tranquillement.
Et on vit vraiment une vie de famille tout à fait classique. Je n'ai pas de colère, je n'ai pas d'amertume, je n'ai pas de haine. Je suis pleine de l'amour de ma fille aujourd'hui et c'est ma fille qui compte. Ambre, est-ce qu'aujourd'hui, Elisabeth peut voir sa fille librement ? Oui, aujourd'hui, elle a sa garde un week-end sur 2. Ça n'a pas toujours été le cas. Au début, Elisabeth ne pouvait voir sa fille qu'1 heure tous les 15 jours et dans un lieu médiatisé. Mais là, ça fait 3 mois qu'elle peut s'en occuper librement, un week-end sur 2. Et bientôt, elle aura aussi la garde de sa fille la moitié des vacances scolaires. Et Elisabeth m'a dit qu'elle voudrait à terme demander sa garde la moitié du temps pour qu'elle puisse voir sa fille encore plus régulièrement. Est-ce qu'on sait combien de femmes sont dans le même cas qu'Elisabeth ? Alors c'est difficile à dire parce qu'il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de chiffres officiels. Elisabeth m'a dit qu'il y aurait environ 1000 cas de mères lesbiennes qui seraient privées de leur enfant aujourd'hui en France. C'est un chiffre qu'elle tient de son association Les Enfants d'Arc-en-Ciel. Donc voilà, ça reste assez rare, c'est pas quelque chose qui est très fréquent, mais il y a quand même un flou juridique qui fait que des centaines de mères qui n'ont pas porté leur enfant peuvent se retrouver sans le droit de voir leur enfant en cas de séparation. Depuis 2021, la loi bioéthique est censée faciliter les démarches des mères qui ne portent pas leur enfant. Qu'en pense Elisabeth ? Alors oui, c'est une loi qui a facilité les démarches. Les mères concernées ont un délai de 3 ans pour faire une reconnaissance conjointe de filiation, mais la filiation n'est toujours pas possible dès la naissance de l'enfant et il faut encore aujourd'hui des mois et des mois de démarches pour que la mère qui ne porte pas l'enfant soit légalement reconnue comme parent. Donc voilà, pour Elisabeth, c'est clairement insuffisant. Il y a encore un risque pour ces mères qu'elles se voient au moins pour un temps retirer la garde de leurs enfants en cas de séparation. Et Elisabeth souhaiterait qu'il y ait, comme pour les couples hétérosexuels, la possibilité pour le parent qui ne porte pas l'enfant de le reconnaître dès sa naissance. Merci Ambre Rosala et merci à Bérangère Le Petit pour son aide. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner pour n'en rater aucun. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Raphaël Pueyo. Réalisation, Julien Moncouquiol.